Ces derniers temps, j'ai l'impression que je commence souvent mes vidéos en disant quelque chose du genre « Je cède à vos nombreuses demandes » ou « Comme vous avez été nombreux à me le demander », mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de demandes pour notre film du jour. Et opportunisme de youtubeur oblige, j'ai décidé d'encore céder. Mais aussi un petit peu par romantisme, puisque cela va me rappeler l'un des plus gros succès de la chaîne, le bestiaire de l'horreur sur les Yoja, les fameux Predator, toujours à ce jour ma vidéo la plus vue de très loin. Et oui, moi aussi j'étais hypé par la sortie d'un nouvel épisode, car en plus, je fais partie de ceux qui apprécient même les moins bons films de la franchise, tout en étant conscient de leurs défauts évidents. Et ce nouvel opus, qui débarque directement sur Disney+, loin des salles obscures, est acclamé par les uns et descendu par les autres. Il n'en fallait pas plus pour me donner envie de me joindre à la mêlée à corps perdu, pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Bref, trêve de bavardage, passons directement à l'offensive. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Prey, le nouvel épisode de la saga Predator. Avant même que The Predator, le film de Shane Black sorti en 2018 ne soit terminé, Dan Trachtenberg, réalisateur de 10 Cloverfield Lane, bossait déjà sur un script pour la franchise. Très influencé par des films comme Mad Max Fury Road ou Jurassic Park, il avait envie de faire un pur film d'action, mais de parvenir tout de même à y inclure une petite dose de drame, d'émotion. Et au fur et à mesure de ses séances d'écriture avec son co-scénariste Patrick Hayson, ils décidèrent d'éviter le piège de la surenchère dans lequel la saga était tombée avec ses derniers épisodes, en taffant sur une sorte de prequel, pour revenir aux bases de la série Predator. Ils pouvaient très facilement s'engouffrer dans la faille ouverte par Predator 2, qui sous-entendait que les Predators venaient depuis très longtemps sur Terre pour situer leur intrigue bien avant celle du tout premier film. Et c'est ainsi qu'ils choisirent l'Amérique du Nord, en plein territoire Comanche, il y a plus de 300 ans comme théâtre de leur film, et une chasseuse en herbe indienne comme personnage principal. L'idée était donc de revenir aux origines de Predator, quelque chose de plus simple que ce dans quoi la saga s'était embourbée dernièrement. Une partie de chasse, comme seuls les Yoja savent le faire. Et si vous vous demandez pourquoi je porte cette magnifique paire de lunettes, c'est parce que j'ai envie de vous parler de JMJ Performance et de leurs magnifiques lunettes anti-lumière bleue. Bah oui, vu mes capacités cognitives ultra développées, je suis en mesure de deviner que vous êtes tous, en ce moment précis, devant un écran. Et donc, nous sommes absolument tous concernés. Car oui, les écrans délivrent une lumière bleue qui, à force, peut être nocive pour nos yeux, troubler notre sommeil ou donner de fortes migraines. Moi-même, à force d'enchaîner les films, il m'arrive d'avoir besoin de devoir prendre de très longues pauses, la faute à d'envahissants maux de tête qui proviennent au moins en partie de ces lumières bleues. Et aussi peut-être de la nullité de certains des films. Ces lunettes superbes, qui viennent avec un petit boîtier des plus luxueux, vous aideront à lutter contre la fatigue oculaire, prévenir ces maux de tête et le plus important selon moi, maintenir la qualité de votre sommeil. De plus, ils ont différents types de modèles que vous pourrez choisir selon vos préférences. Perso, depuis que j'utilise ces lunettes, modèle Oranos ultra sexy, je n'ai plus tous ces problèmes de maux de tête, et ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, je ne viens pas les mains vides puisque je vous propose une réduction exceptionnelle de 40% sur le prix des lunettes si vous utilisez simplement le lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé. Et ne perdez pas trop de temps car cette offre n'est valable que 48 heures. Donc foncez! Maintenant que vous êtes protégé des effets néfastes de la lumière bleue, retournons en territoire Comanche. Notre héroïne, Naru, cherche à devenir une véritable chasseuse et à accomplir le Kuutamia, un rituel qui consiste à réussir à chasser une créature qui était justement en train de vous chasser, et ce malgré les réticences de la plupart des autres chasseurs de la tribu, pas forcément très contents de voir une femme les accompagner sur le terrain. Mais sa quête sera perturbée par l'arrivée d'un vaisseau spatial, puis les agissements violents d'une créature inconnue que Naru va vite percevoir comme une menace, avant de la choisir pour accomplir son Kuutamia. Et bien évidemment, la créature en question n'est autre qu'un Yoja, un Predator, qui lui aussi accomplit finalement une sorte de rite, comme toujours avec les Yoja. Il est venu traquer et tuer les créatures les plus puissantes qu'il rencontrera afin de devenir le plus grand prédateur de la zone. Du coup, mélanger les croyances et rituels Comanche et la mythologie de Predator était vraiment une bonne idée de base, puisque ces deux univers se rejoignent sans trop de problèmes, assez facilement. Déjà, cela permet de faire un parallèle particulièrement intéressant entre notre héroïne et notre antagoniste. Leur progression se fait chacun de leur côté, et là où le Predator réussit à éliminer chaque fois des prédateurs de plus en plus impressionnants, un serpent, puis un loup, puis un ours, puis enfin des guerriers indiens et des trappeurs français, Naru, elle, échoue de peu à chaque fois.
un cerf, un rapace, un puma, puis un ours, avant que son choix ne se porte sur la seule créature digne de son coup Tamia à elle, ce super prédateur qui élimine tous les autres prédateurs de la région, dont ses camarades qui la sous-estiment avec une facilité déconcertante. Comment, après avoir découvert l'existence d'un tel monstre, pouvait-elle de toute façon choisir une autre proie? Elle qui est persuadée d'avoir ce qu'il faut pour devenir une chasseuse, sait qu'il lui faut éliminer une créature de ce calibre pour enfin prouver sa valeur et réussir pleinement son coup Tamia. Et du coup, pour accomplir cette mission, elle va devoir elle-même monter en puissance, car au début du film, elle n'a pas ce qu'il faut pour vaincre un tel adversaire. Et comme pour toute quête initiative qui se respecte, tous les échecs qu'elle aura connus lors de la première partie du métrage lui serviront à s'améliorer. Et, forte de cette expérience, elle pourra alors franchir le palier nécessaire à son triomphe. C'est joliment dit, n'est-ce pas ? Sa progression est évidente et fortement mise en avant par le film lui-même. Les sables mouvants, l'évolution de son tomahawk qu'elle finit par relier à une cordelette, sa façon d'apprendre à utiliser les armes à feu des colons français et de s'inspirer de son frère lors de son duel contre le Predator, lui qui est le meilleur chasseur et plus puissant guerrier de la tribu, ainsi que celui qui croit le plus en elle depuis le début. Tous ces éléments lui seront utiles lors du combat final et aideront Naru à évoluer tout le long du film. Ses capacités d'observation, montrées dès le début, restent son arme la plus redoutable. À force de voir le Predator combattre, elle finira par comprendre ses faiblesses qu'elle pourra alors exploiter par la suite. Elle comprendra comment le blesser en voyant ses adversaires parvenir à l'atteindre de temps en temps, comment fonctionne sa vision, basée sur la chaleur dégagée par les corps vivants lorsque l'un des Français qu'elle avait soigné en diminuant sa température échappera miraculeusement au Predator, et enfin apprendra à retourner ses armes contre lui en comprenant que c'est son masque qui lui permet de viser lorsqu'il affrontera son frère. D'ailleurs, on peut presque conclure qu'elle sait mieux que le Yoja lui-même comment utiliser cette visée, vu que lui-même tire à plusieurs reprises alors qu'il n'a plus son masque et qu'il ne peut donc plus choisir sa cible. Mais son autre grande force dans le film, et qui va finalement de pair avec ses qualités d'observation et d'adaptation, c'est que, au même titre que la majorité des membres de sa tribu, le Predator ne la considère pas comme une menace. Il passe toute une partie du film à l'ignorer, tout simplement. Ce qui lui laisse le temps de le comprendre et de réfléchir à une façon de le battre. Naru n'est pas du genre à foncer tête baissée. La scène du puma est là pour le démontrer. Alors que certains de ses camarades veulent simplement suivre ses traces et l'affronter, Naru veut l'attirer via un appât. Elle sait évaluer ses chances, comprendre ses adversaires, ses proies, afin de choisir la stratégie qui convient le mieux et qui a le plus de chances d'aboutir. Le Predator, lui, ne souhaite affronter que des adversaires forts, traquer d'authentiques chasseurs, de véritables prédateurs en puissance. Or, lorsqu'il croise Naru au début du film, elle est chaque fois en position de proie, ce qui ne l'intéresse absolument pas. Elle était attaquée par un ours, s'enfuit en nageant, se retrouve immobilisée par un piège à loup utilisé comme appât par les colons, tenue en joue par le fusil d'un assaillant. Elle ne représente pas un challenge pour le Yoja, et lorsqu'elle le comprend, elle sait utiliser cette information contre lui en l'attirant dans un piège. C'est aussi insultant pour elle, qui passe tout le film à essayer de prouver sa valeur et qui est sous-estimée par tous ceux qu'elle rencontre. Cela ne fait que renforcer sa détermination. Mais grâce à tous les éléments cités jusqu'ici, elle deviendra une véritable chasseuse doublée d'une féroce guerrière, presque l'égale d'un Yoja. J'en prends pour preuve les deux scènes de carnage contre les colons. La première, c'est le Predator qui les décime, mais dans la seconde, c'est Naru qui est à l'honneur, et les deux scènes se ressemblent beaucoup. Ils se battent de façon similaire en utilisant leurs armes à merveille. Lorsque l'on voit Naru éliminer ses adversaires avec une certaine facilité, nous comprenons qu'elle est prête. Car oui, nombreux sont les spectateurs qui semblent mécontents d'apprendre qu'une frêle jeune femme peut vaincre un Predator. J'ai lu plusieurs commentaires offusqués qui soulignaient le fait que cela signifiait que Naru était l'égal du grand Arnold Schwarzenegger et de sa musculature impressionnante. Mais non, en fait. Cette victoire de Naru, c'est la conclusion de sa quête, de son évolution, de son parcours initiatique. Ce n'est pas du tout la même idée que celle du premier Predator qui souhaitait nous montrer un combat entre des guerriers chevronnés et un chasseur qui leur était supérieur. Leur évolution, leur montée en puissance n'était pas le but du film. L'idée, c'était de voir des guerriers très très forts se faire massacrer par une menace extraterrestre. C'est pas du tout la même idée, la même ambition. Puis, le Predator auquel nous avons affaire ici est moins bien équipé. C'est l'une des plus belles réussites du film au niveau de la mythologie des Yoja, avoir réussi à nous proposer un ancêtre des Predators que nous connaissons déjà, en l'affublant d'un attirail efficace, mais moins que celui que nous connaissions. Ce Predator-ci ne bénéficie pas d'une véritable armure, n'arbore pas un casque de métal mais un masque d'os, qui est d'ailleurs issu des créatures que l'on peut voir dans Predators. Son système de camouflage est moins bon, les lasers sont remplacés par des projectiles, il a un bouclier à l'ancienne, etc. Ce Predator est moins avancé, plus animé,
animal même, en témoigne la forme de sa tête, si singulière et, selon moi, vraiment cool. Le mélange entre costume et maquillage et effets numériques toujours aussi efficaces nous donne cette créature plus vraie que nature, qu'on ne voit pourtant pas tant que ça, et c'est tant mieux. Un peu moins de la moitié du temps d'écran du Predator nous le présente invisibilisé par son camouflage. Du coup, pour nous signifier sa présence, Trachtenberg utilise tous les éléments de décor possibles, ainsi que ces espèces de radiations qui nous signifient sa présence. Un classique des films Predator, toujours aussi efficace. On peut aussi souligner que ce Predator, sous toutes ses formes, peut être assimilé à des esprits ou des créatures du folklore amérindien. Encore une fois, on constate que ces deux univers se marient à merveille, et ça, c'est plutôt cool. Puis, le film semble à première vue être à l'aise avec sa violence. On a quelques meurtres bien crapuleux, le Yoja est plus sanguinaire que jamais, et ce n'est qu'à première vue puisque les scènes de mort sont presque toutes en hors-champ ou flou, ce qui est tout de même dommage. En fait, c'est selon moi l'un des problèmes de ce film. Le Yoja n'est pas si impressionnant que ça. La scène où il soulève la colonne vertébrale du loup qu'il vient tuer m'a particulièrement marqué en ce sens. Outre le clin d'œil à Predator 2 et à la mythologie de la saga, l'action est floutée, puis quand il pousse son cri de triomphe, on le voit de très loin, réduit à une simple ombre, une pauvre silhouette. Puis, ce n'est entre guillemets qu'un loup, et pas un chef de gang jamaïcain comme dans le deuxième film. Pour moi, cette scène manque de grandiose. Puis, il est tellement fier de son petit crâne de loup qu'il va polir, il va en prendre soin de son trophée, Il en fait trop. Heureusement qu'il massacre un ours, une poignée de guerriers indiens qui lui donnent d'ailleurs du fil à retordre, puis toute une flopée de colons par la suite, sinon on n'y croirait limite pas à ce Predator. Pour moi, ce n'est pas Naru qui est trop impressionnante, mais le Predator qui ne l'est pas assez. Mais encore une fois, cela va plutôt dans le sens du film, et ça vient contredire tous ceux qui sont tristes parce que Naru gagne le combat, et qui trouvent que c'est n'importe quoi. Bah non. En fait, je pense vraiment que Naru est un très bon personnage, appuyé par le jeu d'acteur très convaincant de la pourtant relativement méconnue Amber Midthunder, une Sioux, dont c'est, à ce jour, le plus gros rôle et qui s'en est très bien sorti. Ses regards sont souvent très évocateurs et elle parvient facilement à faire passer ses émotions, sans forcément avoir besoin de lignes de dialogue pour les appuyer. Nous ne sommes absolument pas en présence d'une Marisou, vu qu'elle passe tout de même une grande partie du film à échouer ce qu'elle entreprend, et à avoir pour principale motivation de prouver sa valeur, aussi bien aux autres qu'à elle-même, et que pour vaincre le Predator, elle va retourner sa propre force contre lui, ainsi que sa confiance en sa force. C'est bien exécuté, c'est cohérent avec l'intrigue du film et le développement des personnages, tout simplement. Puis, c'est pas un match de boxe, c'est un film, et encore une fois, nous suivons la quête initiatique de Naru. Le Predator est l'obstacle qu'elle doit surmonter pour devenir une chasseuse, ou une adulte en fait, si vous préférez. Dire que Naru n'aurait pas pu vaincre un Predator, c'est exactement du même niveau que demander qui est le plus fort entre Sangoku et Harry Potter. On s'en fout, en fait. L'important, c'est ce que le film décide de raconter et comment il le raconte. Puis bon, pour le moment, j'élude un petit peu le sujet qui a vraiment énervé les détracteurs du film. En tout cas, certains parmi eux. Est-ce un film woke? Oui, je sais, ce n'est pas un sujet très intéressant, mais voilà. Naru est surtout une descendante d'Ellen Ripley et de Sarah Connor dans l'idée. Une héroïne à la fois banale et badass, avec ses qualités, ses défauts. Je ne peux pas parler à la place de ceux qui trouvent le film woke, mais si la simple présence d'une héroïne suffit pour qualifier un film de woke, ça devient assez lamentable. D'autant que le genre de notre héroïne est ici surtout mis en avant par les personnages qui la sous-estiment, mais c'est pour renforcer sa volonté de se dépasser, l'importance de son rituel et donc son parallèle avec le Predator. Et dans ses relations avec ses congénères, il n'y a rien de forcé ou d'illogique qui pourrait amener à penser que Naru n'est pas une héroïne légitime. Mieux encore, j'aime à penser que l'antagoniste, le Yoja, pourrait tout à fait être une femelle également. Il n'y a aucune information dans le film à ce sujet, mais ça me ferait marrer de me dire que ça peut tout à fait être un combat entre deux femmes qui ont passé le film à tabasser de l'homme du coup. Certains soulignent le fait que les personnages sont issus d'une minorité. Bah, à l'époque des Comanches, en territoire comanche, les Comanches n'étaient pas une minorité. Il y a également le traitement des colons. C'est vrai qu'ils sont caricaturés dans Prey, mais cela sert également leur rôle dans le film. Ils sont l'inverse des Indiens et des Yoja dans leur façon de concevoir la chasse, sans honneur, respect de leur proie ou de la nature. Et pour aller même un petit peu plus loin, le Predator peut presque être considéré comme une allégorie de la colonisation nord-américaine. Souvent, les extraterrestres dans la fiction sont utilisés comme une métaphore d'invasion étrangère. Ce n'est pas très poussé dans Prey, mais ça lui donne encore un petit peu plus de profondeur. La plupart des critiques qui parlent de films woke ne sont pas vraiment pertinentes et se plaignent de détails auxquels elles sont les seules à donner de l'importance et qu'elles sortent de leur contexte, accessoirement. Puis, c'est toujours pareil avec ce genre d'argument, ça ne dit pas grand-chose sur la qualité réelle du film.
Prey est un divertissement efficace, et la comparaison avec les 2 derniers films de la franchise lui permet de briller encore plus. Mais c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup plus que cela. Une structure narrative commune mais bien exécutée, des décors naturels bien utilisés, des scènes d'action bien filmées, même si leur découpage est parfois un petit peu brouillon et pas aidé par les flous ou hors-champ utilisés pour diminuer leur violence. Les nombreux clins d'œil qui sont faits aux précédents films et à la mythologie Yoja, comme les lignes de dialogue reprises du premier film par exemple, sont sympathiques, mais c'est du fan service, et ce sera mon principal doute par rapport à Prey. Il ressemble quand même beaucoup à un fan film bien exécuté. Vous savez, ces films dans lesquels on peut voir des prédateurs affronter des chevaliers, ou Batman, ou que sais-je. Ici, il y a du pognon derrière, un peu plus de scénario, mais c'est un petit peu la même idée, et ces œuvres présentent grosso modo les mêmes intérêts. Après, on appréciera les forfaits pour proposer une histoire dans un environnement comanche, un tant soit peu réaliste, surtout quand on prend en compte la version doublée en comanche, une initiative du réalisateur pour aider à préserver une langue très peu parlée aujourd'hui. C'est sympathique, même si ça n'est pas vraiment une qualité cinématographique. Enfin bon, c'est en définitive un chouette petit survival qui atteint son principal objectif, à savoir revenir à l'essence de la saga, sans en faire des caisses. Il est un petit peu trop gentil à mon goût, et je n'en aurais pas fait une vidéo si vous n'aviez pas été aussi nombreux à la réclamer, pour être honnête. J'ai passé une bonne soirée en le regardant, et je vous encourage à faire de même, sans en attendre trop. Puis, au cas où, si vous voulez revoir Predator premier du nom, revoyez Predator premier du nom. Là, c'est Prey, un autre film avec ses propres défauts, mais aussi ses propres qualités et surtout sa propre bonne volonté. Et ça fait quand même plaisir. Enfin bon, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à GMG Performance pour la sponsor. N'oubliez pas d'aller checker le lien en description pour profiter de leur offre exceptionnelle qui ne tient que 48 heures, donc ne la laissez pas filer. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.